comparution devant la justice du président Demi de la Cour suprême du Nigeria. L'affaire a été ajournée au 13 février. La justice nigériane a ordonné à Walter de comparaître en personne devant un tribunal d'Abuja. Début lundi du jugement d'un général de l'armée de libération du peuple soudanais, l'homme qui comparaît devant une cour martiale est accusé de trahison et de tentative de rébellion contre le gouvernement de Salva Kiir. Le cancer du col de l'utérus bientôt éliminé pour la docteure Nathalie Broutet, médecin de l'OMS au sein du département de santé reproductive. Le vaccin contre le papillomavirus humain est efficace. Ainsi se présente l'actualité sur SICA. Mesdames, Messieurs, bonjour et bienvenue. Comparution devant la justice du président de la Cour suprême du Nigeria. Le procureur a déclaré que l'affaire a été ajournée au 13 février. La justice nigériane a d'ailleurs ordonné à Walter Onongen de comparaître en personne devant un tribunal basé à Abuja. Reportage. La justice nigériane a ordonné lundi au président de la Cour suprême du Nigeria, accusé de corruption, de comparaître en personne devant un tribunal d'Abuja. Le haut magistrat était représenté par une équipe d'avocats lors des audiences précédentes. Une cour d'appel avait rejeté la semaine dernière le recours intenté par le président de la Cour suprême, accusé de fraude et suspendu de ses fonctions par le président Muhammadu Buhari à moins de 3 semaines de la présidentielle. Le chef de l'État l'a suspendu sans attendre son audition, provoquant la colère de l'opposition et du monde de la justice qui ont dénoncé une dérive autoritaire et un coup d'État contre l'appareil judiciaire. S'il est encore absent, je réclamerai la procédure adéquate. Je ne suis pas content qu'il ne soit pas venu à son poste. C'est quelqu'un qui doit obéir aux injonctions de la Cour de justice. La défense m'a contacté et m'a demandé de coopérer avec eux pour ajourner à jeudi prochain et j'ai accepté parce que quiconque de la défense ou du parquet a le droit à 5 ajournements pendant un procès criminel. Walter Onongen avait intenté un recours devant la cour d'appel d'Abuja pour tenter d'annuler son procès par le tribunal du code de conduite, mais sa demande a été rejetée à l'unanimité. Il est en effet accusé d'avoir dissimulé des comptes en devises étrangères. Les élections de février s'annoncent très disputées entre le président sortant et son principal challenger, Atiku Abubakar, un ancien vice-président. Et justement, parlant de cette élection, Kano, avec ses quelques 15 millions d'habitants, est une région clé pour les candidats à la présidence. Le bilan de Muhammadu Buhari, candidat à sa réélection pour l'élection du 16 février, ne fait pas l'unanimité dans cette ville. La présidentielle avance à grands pas au Nigeria. C'est le moment pour les électeurs de décortiquer bilan et projets de société des candidats. À Kano, grande ville commerçante du Nord, certains habitants sont prêts à voter pour le principal rival du président sortant, Atiku Abubakar. Les gens souffrent. Vous pouvez voir que l'économie a chuté. Il y a une forte inflation et la vie était plus facile avant l'arrivée de Buhari. Maintenant, la vie est vraiment dure. Nous devons changer de leadership. Quand quelqu'un arrive au pouvoir et qu'il commence à travailler, nous devons lui permettre d'achever ce qu'il a commencé. Nous devons permettre au gouvernement de continuer. Pendant ce temps, Boko Haram continue sans résistance ses exactions. L'attaque du groupe djihadiste contre la ville de Rann la semaine dernière a fait au moins 60 morts selon Amnesty International qui a réalisé une enquête de terrain dans la région. Le président soudanais Omar El-Béchi a promis ce dimanche d'apporter le développement en milieu rural. Une sortie qui intervient au moment où les villes et villages du pays sont secoués par des manifestations antigouvernementales. Plus de précisions à travers cette image. Au pouvoir depuis 1989, Omar El-Béchir a cherché ces dernières semaines à mobiliser ses soutiens en organisant des rassemblements à travers le Soudan face à une contestation démarrée le 19 décembre et qui constitue le plus grand défi à son régime en 3 décennies. S'adressant à des centaines de villageois dans l'état du Kordofan Nord, il a promis de fournir de l'eau potable aux régions rurales à travers le Soudan et d'ouvrir un nouvel hôpital dans cette région. Ce discours retransmis à la
la télévision a été prononcé dans la foulée de l'inauguration d'une nouvelle autoroute de 340 km reliant l'état du Kordofan Nord à Omdurman, ville jumelle de la capitale Khartoum. Lors d'un deuxième rassemblement dans le même état, Béchir s'est exprimé devant des centaines de villageois, brandissant des portraits de lui et des drapeaux soudanais. En soirée, il s'est adressé à un autre rassemblement de centaines d'hommes et de femmes, dont des étudiants, dans un stade en plein air à El Obeid, où les autorités ont réhabilité un hôpital. Les manifestations déclenchées par la décision du gouvernement de tripler le prix du pain se sont transformées en mouvement de contestation, réclamant le départ d'Omar El-Béchir. Depuis des années, les Soudanais font face à des difficultés économiques croissantes. Le pays est confronté à une inflation de près de 70% par an et plusieurs villes souffrent de pénurie de pain et de carburant. Selon un bilan officiel, 30 personnes ont perdu la vie depuis le début des manifestations. L'ONG Human Rights Watch parle de 51 manifestants tués. À Omdurman, un groupe de manifestants a répondu à l'appel à manifester reconduit ce dimanche en défilant au cri « Révolution, révolution » selon des témoins. Début lundi d'un jugement d'un général de l'armée de libération du peuple soudanais, l'homme qui comparaît devant une cour martiale est accusé de trahison et de tentative de rébellion contre le gouvernement du président Salva Kiir. Reportage. Le général Stéphane Bouillot est inculpé de trahison, infraction en lien avec l'insécurité. Et pour avoir désobéi à sa hiérarchie, il avait été arrêté en mai 2018 après avoir refusé de se présenter au quartier général de l'armée, à Juba, comme il en avait reçu l'ordre, selon le porte-parole adjoint de l'armée sud-soudanaise. Un procès contre un si haut gradé est cependant extrêmement rare au Soudan du Sud. Ce n'est que la seconde fois qu'un général comparaît devant un tribunal pour trahison depuis le début de la guerre civile en 2013. La défense du général a obtenu le report de 10 jours du procès en arguant que le tribunal n'était composé que de militaires de grades inférieurs à celui de leur client qui a le droit d'exiger que le président de la Cour ait le rang de général. Début 2014, un tribunal de Juba avait jugé pour tentative de coup d'État 4 hommes politiques de haut rang, dont 2 généraux qui avaient ensuite créé l'influent mouvement des anciens prisonniers politiques signataires de l'accord de paix en 2018. Ils avaient ensuite été libérés sans avoir purgé leur peine et graciés. La force conjointe G5 du G5 Sahel a mené 3 opérations depuis le 15 janvier. L'annonce a été faite ce dimanche par son commandant, le général mauritanien Ould Sidi Anana. Plus de précisions à travers ces images. Nous avons mené 3 opérations dans les différents fuseaux du centre, de l'ouest et de l'est, a déclaré le général Ould Sidi Anana, lors d'un conseil des ministres des pays membres du G5 Sahel, qui inclut le Mali, la Mauritanie, le Tchad, le Niger et le Burkina Faso, en prélude à un sommet des chefs d'État. Ces opérations qui ont commencé depuis le 15 janvier se passent dans de bonnes conditions et elles vont se poursuivre par la suite, d'après le général. Tout en rejetant les attaques qui ont continué en dehors de la zone d'action de la force conjointe, le général Anana a souligné que dans les fuseaux où la force a travaillé, il n'y a pas eu d'attaque terroriste. Nous avons aujourd'hui un G5 Sahel qui est en train d'atteindre véritablement ses objectifs, s'est réjouie la présidente du Conseil des ministres, la ministre du Plan du Niger. Notre force conjointe est véritablement opérationnelle. Nous avons fait des avancées dans le cadre de la composante police, de la composante renseignement, a-t-elle souligné. Lancé en 2015 avec l'appui de la France, le G5 Sahel, qui a réactivé en 2017 son projet de force conjointe, tardait à lancer ses opérations et à mobiliser les 414 millions d'euros promis lors de la conférence internationale des donateurs de février 2018. En un an, la force a atteint quelques 80% de ses effectifs prévus de 5000 militaires et mené 6 opérations avec l'appui direct et logistique de Barkhane. Au Bénin, passation de charge à la faculté de droit et de sciences politiques de l'université d'Abomey-Calavi. Frédéric Joël Aïvo, doyen sortant, a passé le témoin à Roch David Niaoui dans l'enceinte de la dite université. Il faut dire que c'est suite à une nomination en conseil des ministres que l'équipe dirigeante actuelle prend fonction. Les détails.
Par décret numéro 2019-042 du 30 janvier 2019, le Conseil des ministres a procédé à la nomination des doyens, vice-doyens, directeurs et directeurs adjoints dans les universités nationales du Bénin. Une décision qui a provoqué l'ire de l'intersyndicale des universités nationales du Bénin qui avait déjà arraché de haute lutte le droit de diriger les facultés au terme d'un processus démocratique. À la faculté de droit et de sciences politiques de l'université d'Abomey-Calavi, la passation a eu lieu. Néanmoins, le doyen sortant n'a pas manqué de faire cas de sa frustration. Je vous attendais, je ne vous ai pas vu. Vous n'êtes pas venu. L'élection n'a pas eu lieu. Je suis heureux de vous laisser la faculté. Nous sommes dans une faculté de droit et de sciences politiques. Ma conviction est inébranlable. Je ne le dis pas deux voix. Lorsqu'on n'est pas capable de gagner une élection, lorsqu'on n'est pas capable loyalement de gagner une élection, il n'est pas dans les règles de la démocratie d'utiliser ces réseaux, d'utiliser le pouvoir pour supprimer l'élection. Le trou par lequel vous êtes sorti, je ferai tout, je me battrai pour que ce trou soit le plus vite fermé. Pour que cette parenthèse qui est combattue par l'ensemble de nos collègues de l'université, par les syndicats, par nous tous, parce que nous rappelons de mauvais souvenirs, je me battrai, je ferai tout pour que cette parenthèse soit définitivement et rapidement fermée. Le doyen entrant, en prenant la parole, a promis, au-delà des conditions qui ont permis qu'il prenne fonction, œuvrer pour que la faculté de droit et de sciences politiques reste par-dessus tout un temple du savoir. Et pour cette cause, nul ne sera de trop. Nous n'avons aucun intérêt à détruire la maison. Le temps va passer, c'est transitoire. Et ce temps qui va passer va démontrer encore une fois que nous sommes plus que jamais unis, davantage unis. Je vais vous rassurer. Vous avez des idées, vous avez de belles idées. Je viendrai vers vous, monsieur le doyen, pour piquer ces idées. Si vous ne me demandez pas de payer des droits d'auteur, je vais les prendre. Et je les mettrai au service de l'université. Et donc ensemble, nous allons travailler main dans la main. Aucun débat. Je voudrais qu'on lui fasse un banc exceptionnel. Une note de santé à présent, le cancer du col de l'utérus bientôt éliminé pour la docteure Nathalie Boutette, médecin de l'OMS au sein du département de santé reproductive. Le vaccin contre le papillomavirus humain est sûr et efficace. Le cancer du col de l'utérus est un véritable problème de santé publique. Quelques 570 000 nouveaux cas ont été diagnostiqués dans le monde, selon les statistiques. 310 000 femmes en meurent chaque année, essentiellement dans les pays à bas ou moyens revenus. À l'occasion de la Journée mondiale contre le cancer, les autorités sanitaires ont dénoncé des rumeurs sur une prétendue nocivité des vaccins. Un message clé qu'il faut absolument que toutes les femmes et toutes les jeunes filles entendent. On a un vaccin qui est très efficace et qui est sûr. C'est le vaccin contre le virus du papillome humain. Donc toutes les jeunes filles de 9 à 14 ans doivent être vaccinées. Le bénéfice de ce vaccin se montre à l'âge adulte parce qu'elles n'auront pas de cancer du col. Il faut comprendre qu'il y a 570 000 nouveaux cas de cancer du col tous les ans dans le monde et que la distribution de ces cas est très inégale. Donc on trouve une concentration dans les pays du sud de l'Afrique, en Amérique latine et dans certains pays d'Asie. Le Centre international de recherche sur le cancer estime que si la prévention ne monte pas en puissance, cette maladie risque de provoquer 460 000 morts par an d'ici à 2040. Une vingtaine de pays dans le monde recommandent que les garçons soient aussi vaccinés, en plus des filles, pour réduire la circulation des virus. Voilà, sur cette note d'espoir que nous refermons cette édition. Merci à vous de nous avoir suivis. Très bonne journée en compagnie des programmes de SICA.